Génération Soccer vous est présenté par le lait au chocolat. Récupère, recommence. Ici Olivier Brett, bienvenue à ce nouvel épisode de Génération Soccer. Cette semaine, on vous présente l'un des joueurs canadiens qui réussit le mieux sa carrière en Europe, l'Ontarien Junior Hoilett, qui évolue avec Cardiff City. On vous propose également de faire connaissance avec les deux espoirs U20 les plus prometteurs d'Haïti, Jeudi Johnson et Roberto Louima. Pour notre débat de la semaine, Patrick Leduc s'entretient avec ses invités afin de savoir si, au cours des 30 dernières années, le joueur québécois a réellement évolué. On débute dès maintenant cet épisode avec l'un des joueurs canadiens qui est le mieux rémunéré sur la planète, Junior Hoilett. Bonne écoute. Le joueur de l'heure vous est présenté par Puma. Junior Hoilett est l'un des joueurs canadiens qui réussit le mieux sa carrière sur la planète soccer. L'Ontarien qui empochait près de 3 millions de livres sterling en 2012 alors qu'il évoluait avec Queen's Park Rangers, s'aligne maintenant avec Cardiff City en deuxième division anglaise. Nous l'avons rencontré alors qu'il était de passage à Montréal avec l'équipe canadienne. Alors, entrevue en compagnie de Junior Hoilett. Junior, thank you for accepting this interview. Thank you very much. When you were 13 years old, you left for the Blackburn Rovers Academy. So how was it to join this academy and to leave your country at such a young age? It's difficult, but it's something I want to do for myself and for my family as well. In 2009, I think you made your official debut with the Blackburn Rovers. Let's talk about this League Cup game against Chelsea. I don't know if you remember it. Is it one of your greatest memories because you were a key part of that win for your team? I should have started that game because prior to that I was in good form, but yeah, I came off the bench and I set up a penalty and then it went into penalty shootouts and I scored the winning one. So it was a stepping stone for my career at Blackburn. I showed the fans what I had and I was just fighting for a starting position. Bien des joueurs caressent le rêve d'évoluer en Premier League. Junior Hoilett a goûté à ce championnat alors qu'il évoluait avec les Blackburn Rovers. When you started playing in the Premier League, obviously it's the dream of a lot of young boys in the world. How did it feel to be in one of the greatest leagues in the world? It was great, but for me, I just wanted to play football, so it didn't really hit me like I'm playing in the greatest league in the world. It's just want to play football every day, so I was just enjoying it. I was taking every moment, playing in stadiums at Old Trafford and the Emirates Stadium and Stamford Bridge. It was just a great opportunity and I learned a lot from it. Junior a joué pour 5 clubs différents au cours de sa carrière. L'Ontarien dit qu'il se sent particulièrement bien avec son club actuel, Cardiff City, au Pays de Galles. How was your experience so far in Cardiff? It was great. The fans there are magnificent. It kind of reminds me of back when I was at Blackburn. It's a great family-orientated club. Everybody fights for each other and there's no egos there, so it's great and I'm excited for the upcoming season. How is it playing in the championship? Because, of course, it's the second division in England, but sometimes when we look at games, we look at the fans, the crowd, it seems like there's no real difference between the Premier League and the championship. You got way more games than the Premier League. It's different competitions. It's more faster pace. You don't have that much time on the ball. Great teams in there, big clubs like now we have Sunderland in there. Stadium is magnificent stadiums, grounds to play in. You always got a decent crowd, so it's a great league and it's a tough one to get promoted. You're a pretty young guy, so you're still an important member of this national Canadian football team. What do you think you need to take it to the next level? I think we have a great group here and new managers come in and he's put his fundamentals in place. He's very organized and he's very clear of what he wants. Sets up training the way he wants us to play when it comes into tactics or in-play actions. Junior Hoilett, thanks a lot and best of luck for the next couple of years with the Canadian national team and in Cardiff. Thank you very much. Après la pause, le lancement d'une nouvelle ligue semi-professionnelle féminine pour les joueuses du Québec et de l'Ontario. C'est le 12 juillet dernier à Laval que se déroulait un match d'exhibition opposant les meilleures joueuses de la province de Québec. L'objectif était de démontrer la pertinence d'une nouvelle ligue semi-professionnelle pour les dames. Génération Soccer y était.
C'est en juillet dernier que se tenait un match d'exhibition qui opposait les meilleures joueuses féminines U18 du Québec aux meilleures joueuses de la région de la capitale nationale. L'objectif était de montrer quel niveau aura la future Ligue semi-professionnelle féminine que la Fédération de soccer veut mettre sur pied pour 2018. Le réputé entraîneur féminin de la région de Québec, Elder Duhart, y était. L'objectif, c'est vraiment de continuer de développer au maximum le soccer féminin, surtout en senior, pour que dans notre structure à nous, les jeunes qui rentrent, qui mettent le pied dans la porte à 10 ans, puissent avoir un objectif, un rêve qui est de jouer dans l'équipe semi-pro. L'un des principaux obstacles du développement du soccer au Québec est l'accès aux ligues de développement de haut niveau. En ce sens, la nouvelle ligue de soccer semi-professionnelle de la Fédération de soccer viendrait combler un réel besoin. Justement, il y a de ça quelques années, José Bélanger nous disait que les options pour les filles étaient assez limitées, surtout quand tu voulais te garder en forme, quand tu voulais continuer à jouer avec la formation nationale. Est-ce que c'est peut-être une solution, ça, d'avoir une ligue semi-professionnelle pour certaines joueuses, juste trouver un endroit où jouer? Oui, moi je pense que oui. C'est certain que si on est capable de faire des bonnes équipes au Québec, aller chercher les meilleures joueuses, s'il y a 3 équipes du Québec, 3 équipes de l'Ontario, on a sûrement 60 bonnes joueuses au Québec, 16 à 25 ans qui sont capables de jouer dans ces équipes-là. Pour le développement, pour l'intérêt, pour la motivation d'avoir une ligue semi-pro au Québec, ça pourrait être très intéressant. C'est au tour des 2 joueuses de niveau national, Wayne Balata et Marika Gay, de nous expliquer pourquoi une ligue semi-professionnelle serait bénéfique pour les joueuses élites du Québec. Les joueuses qui s'en vont en équipe nationale, après ça, ils reviennent ici au Québec. Il n'y a pas de niveau de haut calibre, donc ça va être super bien s'il y a une ligue semi-pro qui est créée de revenir pour pouvoir compétitionner au plus haut niveau possible. Je trouve c'est bien de pouvoir se développer puis jouer à un haut niveau chez nous, devant nos familles puis nos amis. Puis pas toujours devoir aller à l'étranger, mais vraiment se développer ici. Puis je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une ligue semi-pro ici. La sélection U18 a bien compris que le jeu adverse passe par la brillante Gabrielle Carl. Celle-ci s'est donc souvent retrouvée littéralement les 2 pieds dans le feu de l'action. C'était vraiment pas un match donné, là. Ça a vraiment été difficile, ça s'est disputé des 2 bords, puis c'était vraiment une guerre là, sur le terrain. Parlant de guerre, ça a joué assez rough à quelques moments, surtout avec toi. On t'a vu impliqué dans quelques duels assez corsés. Oui, bien c'est ça, le soccer, là, ça arrive des fois, puis ouais, je me suis fait ramasser, mais bon, ça va, on en est sorti en vie. Gabrielle Carl croit aussi que le moment est propice pour une ligue semi-professionnelle féminine dans la province. Bien, c'est ça, c'est parce qu'il n'y a pas le calibre encore ici pour que les meilleures joueuses restent. C'est pour ça qu'on s'en va. Mais si on commence à créer une culture, à avoir des ligues qui ont du sens ici, c'est sûr que de plus en plus, on va encourager nos joueuses à rester ici. À quel point c'est important ici, sur la scène provinciale, d'avoir une ligue pour les filles semi-pro? C'est très, très important. Je pense qu'il y a une fierté au Québec dans tout ce qu'on fait, puis dans le soccer aussi. Fait qu'avoir une ligue où on peut jouer les Comètes, le Dynamo, tout ça, ça amène vraiment beaucoup de gens derrière une équipe. Puis c'est vraiment beau à voir. Puis ben moi, je veux jouer pour ma région, là. Écoutons maintenant le point de vue de 2 aspirantes semi-professionnelles. Bien, c'est sûr que je trouve ça bien que les filles, on peut se percer dans ce cœur, comme elle a dit, parce que souvent, on entend parler des gars, on entend parler de l'impact, tout, mais tu sais, nous, en tant que filles, quand on grandit, on voit l'impact, on trouve ça beau, mais nous, on sait pas c'est où qu'on peut se rendre, c'est quoi qu'on peut viser comme objectif, puis faire une ligue comme ça, c'est sûr, ça peut encourager des filles à continuer dans le soccer. Aussi, on arrive à un stade de notre vie où on a le goût de plus que le 3A, puis au Québec, c'est le Dynamo qui va pouvoir nous apporter ça. Merci beaucoup les filles, puis la meilleure des chances pour le reste de l'année. Merci. L'objectif de la Fédération de soccer du Québec est de démarrer la Ligue semi-professionnelle féminine en 2018. Pour le moment, 3 clubs du Québec ont confirmé leur intention d'en faire partie et semblerait que 3 équipes ontariennes ont fait de même. On se dirige donc vers une Ligue semi-professionnelle féminine Ontario-Québec. Après la pause, on rencontre les 2 meilleurs espoirs U20 d'Haïti. Roberto Louima et Jeudi Johnson sont les 2 plus grands talents de la sélection des moins de 20 ans d'Haïti. L'équipe de Génération Soccer les a rencontrés au mois de juillet dernier, lors de leur passage à Montréal. Les futurs pros vous sont présentés par le lait au chocolat. C'est en juillet dernier que l'équipe de Génération Soccer a eu la chance de rencontrer les 2 U20 les plus prometteurs d'Haïti en sol montréalais. Question de la rendre encore plus originale, l'entrevue avec les 2 purs talents du terroir haïtien s'est partiellement déroulée en créole. Roberto et Jeudi, bienvenue à Génération Soccer. C'est un honneur de vous avoir parmi nous. Où est-ce que vous avez grandi?
J'habite à Gonaïve. J'habite à Penny. Les gars, quels sont vos clubs d'appartenance à Haïti? Bon, moi-même, moi, je suis dans Real du Cap, champion national, première division. Moi aussi, moi, je suis dans Real du Cap, champion national. Bon, il y a 16, il est parti en 16 équipes. Roberto, tu vas faire un stage dans un grand club en Europe, le Racing de Strasbourg en Alsace avec les pros. Parle-nous un peu de comment tu vois ça, là. C'est quoi tes attentes? Je préparé pour aller faire stage et pour me réussir là-dedans. Es-tu stressé? As-tu hâte de jouer? Là? C'est quoi tes émotions? Là? Non, moi j'aime stresser les matchs parce que je suis allé dans le New York City Football Club, équipe de Pirlo et David Villa et Patrick Vieira. Je suis allé jouer dans l'Équateur dans un match. La première fois que je joué devant 60 000 personnes. Je suis stressé, je joué bien, je joué tout. Et toi, Jeudi, tu vas faire aussi un stage dans un gros club en Europe. C'est quoi le club? Bon, moi, je vais aller faire un stage dans Strasbourg. Mais ça, c'est moi-même avec Roberto qui doit aller. Mais à tout ça, on a continué pour nous travailler et là, nous ne jouons pas nous pour nous réaliser. Et tu vois ça comment? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu as hâte? Non, pas vraiment, parce que moi, habitué avec ça depuis à l'âge de 15 ans, maintenant ça. Parce que c'est moi-même un peu ma fait, c'est football. Vous avez joué contre les U20 Canada-Québec en vue des Jeux de la francophonie qui va avoir lieu en Côte d'Ivoire. Ici, on n'est pas reconnu pour le soccer, mais ils ont quand même gagné 1-0. Là. Comment vous trouvez le calibre de l'équipe Canada-Québec? Bon, vraiment, c'est une belle opposition et malgré des petits problèmes d'ajustement, je me crois dans l'équipe que nous arrivons à perdre, mais nous allons travailler plus pour la compétition, pour nous prendre l'équipe canadienne. Bon, nous devons jouer avec le Canada. Et le Canada n'est pas une mauvaise équipe, mais nous sommes gourmets sur le terrain, nous prenons un goal dans la 54e minute. Bon. Nous ne pouvons pas arriver à mettre les. Bon, nous allons travailler plus pour jouer face à la francophonie et nous allons plus qui sont yeah. Vous êtes dans le même pool que l'équipe Canada-Québec lors des Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire. Comment vous voyez ce match-là? Bon. Et nous ne pouvons pas dire ça parce que c'est des équipes liées, parce que je reconnais nous connaissons tout, parce que nous allons travailler plus que nous avons match en plus. Bon, nous allons dire, nous allons battre, mais nous allons jouer football avec, nous allons jouer bon football avec, gens qui nous dominé là et nous allons plus toujours jouer dans le ballon puis le goal. Est-ce que vous croyez que les joueurs québécois sont plus physiques ou sont plus techniques? Nous ne pouvons pas dire qu'il faut passer nous, qu'il faut passer autour, mais il y a plus encadrement passer nous, mais nous connaissons notre talent, nous connaissons notre force. Et c'était un match amical, mais le nouveau de compétition, ça soit l'autre match de compétition, on a plus motivé pour nous battre. Est-ce que vous avez déjà pensé essayer de jouer dans la MLS? Bon, moi-même, à cause que je suis meilleur joueur de la Caraïbe, je suis arrivé à jouer un stage dans New York City, je suis passé très bien. Bon, je suis arrivé à tourner dans l'équipe. Je prie bon Dieu, je travaille plus tôt, je demande une force à faire l'ouest pour arriver à jouer dans le club en Europe. Roberto, quels sont tes points forts selon toi? Bon, point fort, moi-même, c'est l'aime que ballon, je dribble 3, 4, 5 moun dans le goal, je fais goal bypass. Et pour un ballon, constitue là, bypass décisif, shooter. Bon, point fort, c'est aider l'équipe à jouer, aider l'équipe à avancer et bypass avec attaquant pour nous marquer. Bon, je vais améliorer parce que je vais marquer plus. Et dans le corner, pour travailler tête avec coup franc et tout, c'est ça aussi. Bon, coach m'a toujours parlé avec moi dans la récupération pour me toujours aider l'équipe avec et moi qui fait goal en tant que neuf. Avez-vous des joueurs qui sont vos idoles? Moi, j'aime Iniesta un peu, moi, j'aime Busquets et moi, j'aime Isco un peu. Mon premier joueur, c'est Neymar avec Hazard et Lucas Moura. Merci beaucoup, les gars, d'avoir été parmi nous à Génération Soccer. Merci aussi. Merci. Après les Jeux de la francophonie 2017 en Côte d'Ivoire, Roberto et Jeudi partent immédiatement vers la France pour y faire des essais avec le Racing Club de Strasbourg. Souhaitons-leur la meilleure des chances, car s'ils percent en Europe, ce ne sera que bénéfique pour le soccer haïtien. Après la pause, notre débat de la semaine avec Patrick Leduc. Le joueur québécois a-t-il réellement évolué au cours des 30 dernières années?
C'est ce que nous verrons dans le débat qui suit avec Patrick Leduc et ses invités. Pour notre débat de la semaine, nous accueillons les directeurs techniques Samir Grib du Royal de Beauport, Sandro Grande des Étoiles de l'Est et Anthony Rimasson du Club de soccer de Longueuil. Notre débat aujourd'hui à Génération Soccer, est-ce que le joueur de soccer québécois a évolué depuis les 30 dernières années? J'espère que oui, sinon je ne serais pas là. Ça veut dire qu'on n'aura pas fait notre travail. Oui, il y a une évolution. Moi, je présente ça comme des révolutions. On a la révolution du nombre. On a réussi aussi notre révolution au niveau des infrastructures. Et ce qui manque actuellement, c'est peut-être la révolution au niveau de la qualité technique et le développement des entraîneurs qui, à mon avis, sont la pierre angulaire du développement de nos jeunes joueurs. Et juste pour préciser, tu parles de révolution du nombre, c'est-à-dire qu'on a augmenté énormément le nombre de joueurs dans les 30 dernières années. Souvent, quand il y a des observateurs français ou étrangers qui viennent ici, qui ont un regard avec beaucoup plus de recul, ce qu'ils vont dire sur notre sport, c'est que nos jeunes sont en excellente condition physique, sont forts physiquement. C'est au niveau tactique que ça se gâte à partir de 12-13 ans, et essentiellement... J'ai un exemple, c'est le jeu sans ballon, mais c'est sûr que ça a évolué. Moi, je suis là depuis 1984. C'est sûr que ça a évolué, mais Sandro, écoute, depuis 30 ans, est-ce que les joueurs d'aujourd'hui sont meilleurs qu'on ne l'était à leur âge? Je pense que dans nos temps, on avait moins de joueurs, plus de joueurs qui avaient plus de passion pour jouer ce sport-là, mais les entraîneurs, ils n'étaient pas beaucoup. Et en ce moment, avec beaucoup de Français qui viennent de la France, puis beaucoup de matchs à la télé, beaucoup de choses sur YouTube, des vidéos pour enseigner, pour des articles, des livres. Alors là, c'est un peu plus évalué, c'est sûr. Moi, Patrick, c'est vrai, je suis un bébé, moi, arrivé ici. Ça fait 2 ans que je suis là. Donc, en arrivant ici, j'ai constaté, comme disait Samir, que les footballeurs, les joueurs de soccer, les joueuses de soccer étaient vraiment des athlètes. On voit qu'ils sont formés pour le sport. Maintenant, ce qui manque cruellement, c'est les principes de jeu, le jeu sans ballon, mais tout ce qui est d'ordre tactique. Ils peuvent prendre un ballon et être très techniques. Cependant, tout ce qui est jeu sous pression, ça a beaucoup de mal. Et puis, la constatation, c'est oui, sur 2 années, j'ai pu faire le tour de quelques clubs et de l'environnement. Et je pense qu'il y a un sérieux problème dans la formation des cadres. Sandro, on en parlait en dehors des ondes. Tu as constaté, toi aussi, que à l'époque, on n'était pas très organisé dans notre façon de jouer. On avait la passion, mais on n'était pas organisé. Et là, ce que j'entends d'Anthony, c'est que 30 ans plus tard, on est un peu au même point. Comment ça se fait? Il n'y a pas assez de clubs qui envoient le message de développer. Puis malheureusement, le monde ici, au niveau développement, il pense que ça dure 6 mois. Ça dure pas 6 mois, ça dure des années et des années et des années. Alors nous autres, dans le temps, on avait des bons joueurs techniques, mais en ce moment, il n'y a pas assez de clubs qui donnent le message. C'est pas important de gagner, c'est important de développer. Puis au lieu de mettre le ballon dans les airs, mettez le ballon au sol et vous allez voir qu'à 18 ans, on va avoir des bons joueurs de foot. Si on regarde un peu nos amis aux États-Unis, peut-être c'est pas le meilleur du monde, mais ça touche un peu notre réalité. Ils ont une ligue élite à travers tout le pays. Alors, si on pourrait peut-être avoir ce type de ligue au Canada, où les meilleurs vont jouer contre les meilleurs, parce que c'est la seule façon de faire progresser nos jeunes. On a des bons joueurs. Et on s'entraîne beaucoup quand même. Comparé à des clubs en France, on s'entraîne beaucoup. On s'entraîne quasiment comme des joueurs, comme des clubs professionnels, dans des clubs amateurs. Donc pourquoi on n'arrive pas à des résultats? C'est certainement que la formation, elle n'est pas bonne. Une autre direction, un autre thème qu'on n'a pas abordé, c'est que depuis 30 ans, il y a eu beaucoup de phénomènes dans la société, dans la technologie. Et là, il y a le phénomène des YouTubers. Je sais qu'il y a les jeunes qui regardent plein de vidéos sur YouTube, mais je pense que c'est quelque chose de bon. C'est un utile qu'ils ont besoin. Le jeu de 1 contre 1, ça existe toujours, ça va exister toujours. Ce que je dis aux entraîneurs du Québec, il y a trop de monde qui disent « Ah, ce gamin-là, il dribble trop. » C'est jamais assez parce qu'il y a un Messi dans le monde, il y a un Ronaldo dans le monde, il y a un Neymar dans le monde, puis la seule façon de créer ces joueurs-là, c'est de laisser un peu liberté. Est-ce que tu vas les enseigner? Et un peu à la fois, arriver à 14, 15, 16 ans, ils vont enlever 75 des dribbles, puis ils vont jouer plus simple, beaucoup plus? Oui.
mais il faut les enseigner, pas l'enlever, parce que c'est la seule façon de créer des phénomènes. Et au CNHP, on regardait le match Juventus-Barcelone, puis le seul jeu que les gamins dans le CNHP ils ont vu, c'est la feinte de Neymar qui a mis le ballon en dessous des jambes de Dani Alves. Mais tout le reste du match, qu'il y a une équipe qui défend, qui sacrifie leur corps pour gagner le match, ils ne le voient pas. Alors, c'est sûr que c'est plus plaisant ça. On a vu la couverture de Bonucci derrière. Ouais. Ici, on parle d'évolution, on parle d'identité, mais en 1 minute, résumez-moi, c'est quoi votre projet de jeu à vous? Nous, dans le club de Beauport, ce que j'essaie de développer avec les entraîneurs, ça va avoir ce fameux fil rouge du coaching, qui est de construire par derrière, aussi simple que ça, en commençant avec les U9, malgré la pression des parents qui, eux, crient « bot, bot, bot ». Pour moi, c'est plus ou moins la même chose. On joue de l'arrière, on joue ballon au sol. On essaie le plus possible de trouver des garçons entre les lignes, de trouver des garçons, enseigner aux garçons de prendre l'information avant de recevoir le ballon, comme ça ils peuvent jouer plus vite. Et tout le monde participe dans la phase offensive, tout le monde participe dans la phase défensive. On reparcourt pas pour forcément repartir court, mais on reparcourt pour attirer le bloc adverse et pour créer des failles et jouer entre les lignes. Et à ce moment-là, on pourra peut-être jouer long et avoir une verticalité au jeu, parce que le propre du foot, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire si on veut croître. Alors, Samir, la priorité dans les 5 prochaines années, c'est quoi? La formation des entraîneurs, pierre angulaire, développement de nos jeunes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le niveau ne peut accroître que si les entraîneurs sont mieux formés, et forcément, fatalement, les compétitions seront mieux formées. Après, il y a aussi un problème de compétition, de format de compétition qui ne permet pas l'évolution de beaucoup de joueurs. Eh bien, messieurs, on a presque un consensus. Il y a de quoi être optimiste pour les 5 à 10 prochaines années. On va peut-être même gagner la Coupe du Monde en 2026. Non, j'exagère à peine, mais merci de nous avoir partagé vos observations, votre vécu. Et bonne chance dans vos projets pour aider la cause de notre soccer. Merci. Merci. J'espère que cet épisode de Génération Soccer vous a plu. Ici Olivier Brett. À la prochaine! Génération Soccer vous était présenté par le lait au chocolat. Récupère, recommence. L'équipe de Génération Soccer utilise exclusivement de l'équipement audio de marque AKG.